bonsoir. C'est l'émission Démons et Merveilles qui commence ce soir sur l'Écho des Garrigues. Et comme la première semaine de chaque mois, il y aura 2 parties dans cette émission. La première concernera le dossier mensuel, et ce mois-ci nous parlerons de l'île de Pâques. Et puis la seconde partie étant la nouvelle que je vous propose ce soir et que nous écouterons tout à l'heure. Cette nouvelle s'intitule « Le labyrinthe » d'Alain de Rémieux. Mais tout d'abord, le dossier sur l'île de Pâques. Nous allons tenter de cerner, au travers de documents d'expédition qui ont été faits vers l'île, le mystère des célèbres statues. Nous allons également essayer de répondre aux grandes questions que l'on peut se poser, mais tout en avertissant déjà que nos hypothèses d'explication sont limitées par 2 facteurs. D'une part, le frein et la mauvaise volonté des autorités administratives de l'île, qui a été un sérieux handicap pour toutes les équipes de chercheurs, ralentissant ou bloquant par un refus d'autorisation leur tentative de fouille, et d'autre part, le fait qu'il ne reste que très peu de survivants ou de descendants des populations originales de l'île, population qui, au cours de son histoire, fut largement décimée par les premières expéditions, par l'esclavage et enfin par les épidémies. Alors préparez-vous tout de même à faire gratuitement un fabuleux voyage dans le Pacifique, attachez vos ceintures, ne fumez pas, nous allons atterrir. Marins de Tahiti et à 2600 000 de Valparaiso, au Chili. Au nord-est, à 2000 milles environ, se trouve l'archipel des Galapagos et au sud, l'Antarctique. La superficie de l'île est d'environ 118 km². Celle-ci a une forme approximativement triangulaire dont les 3 côtés ont respectivement 16, 18 et 24 km. Bien que sujette au vent de l'Antarctique, le climat de l'île de Pâques est tempéré, avec une saison sèche qui commence au mois de décembre et finit en mai, et une saison pluvieuse et froide qui va du mois de juin au mois de novembre. L'île est entièrement volcanique, et on peut noter aussi d'importantes variations magnétiques. L'île de Pâques est le dernier nom donné à cette île et elle le doit au fait qu'elle fut redécouverte en 1722, le lendemain de Pâques, par une petite expédition hollandaise dont le commandant de vaisseau s'appelait Ragwin. J'ai bien dit redécouverte, car elle avait été, en effet, signalée dans un récit d'expédition en 1686 par Davis, un flibustier de l'époque.
L'île de Pâques était appelée autrefois, et cela encore par les Pasquans d'aujourd'hui, Matakiterani, ce qui signifie « des yeux regardent le ciel ». Elle a été aussi appelée le nombril du monde, ou même étrangement Te Pito no Te Wenoa, ce qui veut dire d'où viennent-ils, un nom qui est à lui seul une question, et qui pourrait résumer toutes les questions que l'on peut se poser sur les géants de pierre qui jalonnent l'île entière. Pour en revenir à l'histoire de cette parcelle de terre noyée dans le Pacifique, on a dans un premier temps l'impression qu'elle démarre à partir de 1722, sa découverte, car c'est à partir de cette période qu'on recueille les récits des différents navigateurs qui y sont venus. Mais lorsqu'on analyse les travaux de plusieurs expéditions à caractère scientifique ou historique, ou que l'on interroge patiemment et amicalement les Pasquans, on recule davantage dans l'histoire et sans vraiment remonter aux sources de l'île, on parvient 600 ans auparavant, c'est-à-dire aux premières populations qui seraient d'origine polynésienne. Pour parvenir à ces conclusions, il a fallu en passer par les récits de légendes que racontent les plus vieux habitants de l'île de Pâques, comme cette légende qui dit que le roi d'un pays du continent d'Iva, en Polynésie, voyant sa terre s'enfoncer lentement dans la mer à la suite d'un cataclysme terrestre, partit avec tous ses gens sur 2 pirogues. Ce continent d'Iva devait se situer au nord-ouest de l'île, près de l'archipel des Tuamatu. La légende dit que ce roi, Otumatua, vint du couchant. Or, il existe sur l'île 7 statues seulement qui regardent vers la mer, et plus exactement vers le couchant. La légende raconte donc que ce roi, conscient que sa terre allait bientôt disparaître dans les eaux, après avoir perçu les premiers signes de tremblement de terre, envoya, avant de quitter l'île, 7 explorateurs, tous fils de rois, à la recherche de ce nombril du monde dont la situation lui avait été révélée par le songe d'un de ses proches. Les 7 explorateurs la trouvèrent, et le roi vint s'y installer avec ses gens. Mais la légende ajoute sans autre précision que bien avant l'arrivée des explorateurs du roi, des hommes très grands, qui n'étaient pourtant pas des géants, vivaient sur l'île. Plusieurs données archéologiques et ethnologiques concordent et viennent ajouter foi à certains éléments de ce récit. De la découverte officielle de l'île, c'est-à-dire en 1722, on peut signaler qu'elle fut le démarrage de bien des malheurs pour les habitants. Les Pasquans de l'époque, considérés comme des primitifs par les conquérants successifs, furent l'objet d'extermination gratuite. Cela commença avec les Hollandais, puis continua avec les Péruviens, les Russes, les Américains et les Français. Ceux qui laissèrent les souvenirs les plus affreux sont probablement les Péruviens, qui, non contents de massacrer la population sur place, en fit partir en esclavage dans les mines du Pérou. Une très grande partie de ces esclaves moururent de maladie ou de privation. Les quelques survivants qui rejoignirent leur île y apportèrent bien malgré eux un germe de mort. Plus de la moitié de la population restant fut décimée par la variole. Ceux qui laissèrent un des meilleurs souvenirs furent probablement les Français, à commencer par le commandant Lapérouse, dont une rade de l'île porte encore son nom. Puis, il y a eu aussi le frère missionnaire Eugène Hérault, qui s'appliqua à son arrivée à rassembler les derniers survivants, il n'en restait plus que 600 sur 5000, et leur inculquèrent le christianisme. Plus tard, en 1888, un commandant chilien, après avoir fait quelques repérages au cours des années précédentes, prend possession de l'île qui devient aussitôt territoire chilien
et depuis cette année l'est toujours. Les indigènes qui subsistaient furent plus ou moins parqués comme des animaux. Venons-en maintenant aux statues et aux autres sculptures qui ont pu être trouvées sur l'île de Pâques au cours de différentes fouilles. Les géants de pierre, ou moai, sont de deux sortes et apparemment construits à deux époques différentes. Les plus beaux et les plus travaillés seraient les plus anciens. On les trouve sur un des versants de l'île. Les plus récents, grossièrement taillés, sont situés sur les plages, cassés ou renversés. Leur regard semble dirigé vers les étoiles, du moins pour ceux qui sont restés debout, mais ils ne sont pas, au dire des initiés, la projection de la carte du ciel. Tous les moai, ou géants de pierre, sont sacrés et regardent une partie du monde dont chacun aurait le pouvoir et la responsabilité. C'est d'ailleurs pour cela que cette terre fut appelée le nombril du monde. Tous les moai, donc, qui regardent le sud, sont là pour garder les forces des vents de l'Antarctique et transmettre tout leur pouvoir à une énorme pierre volcanique rouge qui limite le triangle des îles du Pacifique. Tout cela est bien entendu la traduction des textes très troublants que l'on trouve sur l'île. Les plus anciennes statues ne seraient pas l'œuvre des Maoris, population venue de Polynésie, qui, bien que connaissant déjà le travail de la pierre, n'auraient pas représenté des figures aussi différentes de leur apparence. Par contre, il est probable qu'ils soient à l'origine de la deuxième vague de statues, dont ils ont fait des copies grossières, après avoir déjà sur place les premières et les nombreuses carrières abandonnées. On peut se poser la question de savoir à quelle race appartenaient les hommes qui ont construit les premières statues. La description de ces statues étant la suivante. Nez pointu, lèvres minces, les yeux ne sont que des cavités profondes sur le front, et les saillies de chaque côté des joues pourraient être une forme de coiffure, ou alors des oreilles écartées et plates. Les deux sortes de statues ne sont pas sculptées avec la même roche. Les premières statues sont plus solides et ne s'altèrent ni à la pluie, ni au sable, ni au vent, alors que les dernières se recouvrent progressivement de mousse. Kani temako ina o pata kara tu temako i miro la kera nini no ko temako i o ne o te rano e ka ue kani temako ina o pata kara tu temako i miro la kera nini no ko temako i o ne o te rano e ka ue e tinga i ro ko i a ule mo ko te nga atu uhurano nei o ko te mai ka uhurano nei o ko te tawari uhurano nei o ko te umuko ko uhurano nei Kare raki vai atare kitma e hono otumatu katuru raki yahuri kiri haka hinga era itimo oi kani ni temako inago pata karatu temako imiro rakera inni ni no ko temako yo ne o tera no e kawe kani ni temako inago pata karatu temako imiro rakera ninni no ko temako yo ne o tera no e kawe.
Enfin, ce qui semble le plus insolite, c'est l'impression donnée par l'ensemble que tout s'est arrêté d'un seul coup. Quel cataclysme a pu brusquement arrêter ces sculpteurs? Tout est abandonné sur place, haches de pierre, statues en cours de transfert ou en fin de construction dans les carrières. À cela, les indigènes ne savent que répondre. Ils évoquent encore une fois les légendes dont il est impossible de donner foi. Ce qui est certain, c'est la soudaineté d'arrêt de fonctionnement de la carrière, où 80 statues de pierre sont en plein cours d'exécution. La taille de ces sculptures varie de 3 à 22 mètres de haut, ce qui est quand même assez impressionnant. Cela représente des tonnes. Si l'on considère que la population était assez primitive à cette époque, on voit mal comment, faute de technologie suffisante, ils auraient pu transporter et dresser ces statues. De plus, ils étaient loin d'être aussi nombreux que les Égyptiens, qui, toutes leurs forces réunies, ont pu dresser des pyramides. Quand on pose cette difficile question aux Pascouans, concernant l'acheminement de ces lourds géants de pierre, des carrières jusqu'au lieu où ils ont été dressés sur l'île, ceux-ci font encore appel à des légendes peu convaincantes et à des solutions toutes plus improbables les unes que les autres, comme par exemple le mana, un pouvoir de force capable de faire déplacer les statues. On est bien sûr tenté de sourire devant pareille explication, mais comme nous ne possédons pas de solution logique, on peut quand même essayer de développer ce point de vue. Supposons qu'à une certaine époque, les hommes aient pu utiliser des forces électromagnétiques ou la force d'antigravitation. On est tenté de dire que si des choses exceptionnelles aient eu lieu, la civilisation aurait dû, elle, être aussi exceptionnelle. Or, ce n'était pas le cas, car nous savons qu'elle n'était qu'à l'âge de la pierre polie, ce qui tend à prouver qu'il faut bien s'abstenir de toute logique. Tout cela, bien sûr, est difficilement croyable, et faute d'explications rationnelles, le mystère continue, et les hypothèses restent nombreuses, mais impuissantes à nous convaincre ou à nous apporter la vérité. La transmission orale traditionnelle des vérités anciennes sur l'île de Pâques s'est perdue par suite du massacre pendant des siècles de la population originale de l'île. Quant aux tablettes sur lesquelles une partie de l'histoire ancienne est écrite, car il existe des tablettes, les inscriptions en signe rongo-rongo ne sont comparables avec aucune autre écriture au monde et demeurent indéchiffrables, ce qui fait que le mystère de l'île de Pâques reste entier et que nos hypothèses, ou celles des Pascouans que nous avons évoquées tout à l'heure, vous sont laissées pour choix. Les principales questions que nous pouvons nous poser à la fin de ce dossier sont les suivantes. Que représentent les statues de pierre? Quelle force surnaturelle a pu les déplacer? Et enfin, pourquoi leurs regards semblent tous dirigés vers les étoiles? Peut-être faut-il justement se diriger vers le ciel pour trouver une quelconque solution.
Voilà, c'était le dossier du mois de Démons et Merveilles. Les musiques que vous avez entendues étaient des musiques originales de l'île de Pâques, enregistrées sur l'île de Pâques. Passons maintenant à la